sur notre chaîne YouTube. Vous l'avez compris, notre objectif est de vous familiariser avec le fonctionnement des réseaux sociaux, mais aussi avec leurs avantages et leurs inconvénients. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous présenter les 10 erreurs à ne pas commettre pour ne pas subir justement les inconvénients des réseaux sociaux lorsque vous allez créer votre compte sur le réseau social ou les réseaux sociaux de votre choix. Commençons par définir ce que représente être sur les réseaux sociaux et interagir avec d'autres utilisateurs sur ces plateformes à travers la pensée de Goffman. Goffman, si vous ne le connaissez pas, c'est un sociologue canadien du XXe siècle qui faisait partie de l'école de Chicago. Il a théorisé dans son ouvrage La présentation de soi, publié en 1956, l'expression « la mise en scène de soi » qui s'applique dans nos interactions sociales et qui peut aussi correspondre à notre usage des réseaux sociaux. On est constamment en représentation, selon Goffman, c'est-à-dire qu'on joue un rôle qui peut s'adapter à différentes situations, qui peut changer, qui doit rester toujours cohérent. Rester cohérent, c'est le plus important et c'est ce qu'on réussit à faire en se créant une façade. Ici, je ne vous parle pas des façades de vos murs, mais plutôt d'un appareillage symbolique utilisé par l'acteur durant sa représentation et qui a pour but de fixer la définition de la situation. On se crée en fait une façade, on se donne un ton, une attitude, une façon de réagir face à l'autre qui ne doit pas être perturbée au risque de créer de l'embarras qui est le symptôme de l'incohérence et qui est ressenti par votre interlocuteur ou qui regarde votre compte Instagram ou Facebook ou ce que vous voulez. Une maladresse dans vos publications, une façon différente de filmer de la danse, entendre une fausse note dans une des présentations que vous offrez d'une création musicale sur votre compte, avoir l'air embarrassé, maladroit ou proposer quelque chose de complètement différent de ce que vous avez l'habitude de proposer sur votre compte, sur votre réseau social, c'est quelque chose qui peut créer de l'incohérence, de l'embarras chez votre public et qui peut flouter aussi votre direction artistique, qui vous êtes vraiment, et donc créer une rupture de ton avec votre représentation de vous-même et l'affecter entièrement, voire la décrédibiliser. La cohérence de l'impression, c'est une des expressions de la stabilité de son moi social et on est tous produits de la socialisation, donc c'est très important. Or, celle-ci peut être mise à mal si on n'est pas conscient des conséquences néfastes que peuvent avoir les réseaux sociaux sur vous, ou alors si on les utilise mal. Abordons donc le vif du sujet, ce qu'il faut à tout prix éviter dans votre usage des réseaux sociaux quand vous vous lancez sur la création de votre compte d'artiste. Pour créer ce guide des erreurs à ne pas commettre, je me suis renseignée grâce à un article sociologique appelé « Invisibilité de l'art sur les réseaux sociaux numériques, analyser l'acceptation des réseaux sociaux par les artistes ». Je vous mets tout de toute manière en barre d'infos. Il étudie à travers 15 femmes et hommes artistes ce qu'ils tirent comme avantage grâce à une enquête, ce qu'ils tirent comme avantage de leurs usages des réseaux sociaux et ce qui pouvait être un frein à cet usage. On va commencer maintenant par énoncer les 10 erreurs pour qu'ensuite vous ne les reproduisiez pas. La première erreur, c'est celle dont toutes les autres vont découler en réalité, c'est se laisser aller à un usage excessif des réseaux sociaux. Cette erreur, elle est évidente, mais c'est aussi ce qu'on est le plus à même de faire et ce qui peut entraîner le plus de conséquences néfastes sur votre santé mentale, vos créations et l'image que vous donnez de vous sur les plateformes. Elle peut être liée à l'objectif de viralité, ce qui s'entend, que vous vous êtes imposé, mais aussi à votre réaction docile, si j'ose dire, aux sollicitations accrues de vos amis, à leurs messages, etc. Mais aussi du système du réseau social en lui-même, avec, je sais pas, les demandes de mise à jour, les messages en attente, les notifications, les évolutions, etc. La deuxième erreur, qui est liée à la première, serait de publier un contenu de façon névrosée, trop assidue même, ce qui est bien sur le papier, mais qui doit être vivable pour vous. Si vous essayez de répondre au rythme de la demande de votre public qui grandit sans cesse, alors il ne faudra pas se laisser à publier à un rythme effréné, car cela peut évidemment nuire à la qualité de votre travail artistique. En ce sens, il y a une troisième erreur, une autre erreur à absolument éviter, c'est celle de privilégier le travail de mise en scène de soi sur les réseaux sociaux aux dépens de votre création artistique. Une utilisation excessive des réseaux sociaux peut entraîner une dépendance où vous perdez un temps précieux à naviguer sur des plateformes au détriment de votre créativité et de votre processus artistique authentique. La quatrième erreur, c'est la frénésie de la publication. Il peut aussi venir d'une envie de viralité, de plaire, d'avoir des likes, des republications, etc. Ce qui est évidemment normal, mais vous ne devez pas comparer votre art
à celui d'autres utilisateurs, même si ces derniers ont plus de followers ou que leur travail marche mieux. Et vous ne devez encore moins transformer votre travail pour ressembler à ces utilisateurs. La quête de popularité pourrait vous conduire à une perte de votre essence artistique, de votre patte, si j'ose dire, au profit de contenus en fait formatés, non représentatifs de ce que vous êtes, de ce que vous créez, de ce que vous faites. Vous devez donc prendre de la distance avec les statistiques, les likes et les followers, même si je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Si nous poursuivons dans le domaine de la représentation de votre travail, la 5e erreur serait de s'exposer à l'incohérence, le démon de cette vidéo. Ça serait donc de s'exposer à un compte en fait qui ne voudrait plus rien dire, dont la ligne directrice artistique deviendrait floue, incernable. Cette incohérence dans le style, le message, la fréquence de publication de vos posts peut désorienter le public et compromettre la perception de l'identité artistique que vous proposez. Or, un public a besoin d'avoir l'impression de vous connaître, d'avoir compris ce que vous êtes et ce que vous faites pour être loyal, pour décider de vous suivre. À l'image d'un écrivain qu'on lit parce qu'on aime son style d'écriture ou les sujets qu'il aborde, l'utilisateur doit comprendre ce qui fait votre singularité pour vous apprécier, vouloir la suivre. Vous devez donc déterminer un aspect de votre travail qui vous caractérise, un format de publication ou un horaire tout simplement qui ne changerait pas. Ou alors un autre aspect de votre utilisation des réseaux sociaux évidemment, qui soit votre et qui vous rende vraiment reconnaissable. Par exemple, un artiste comme Kikessa, qui est un rappeur assez connu, en France en tout cas, s'est fait connaître parce qu'il postait une vidéo, un clip, tous les dimanches d'une nouvelle chanson. Et donc ça a créé une sorte d'effervescence parce qu'on se disait comment est-ce qu'il a réussi à créer une musique avec un clip simplement en une semaine, c'est fou. Donc juste avec un seul horaire de post, vous réussissez à créer de l'attente envers vos prochains posts et surtout à vous créer un public. Si vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux, il y a une autre erreur qui vous guette, c'est la 6e, et c'est être incohérent, non pas sur un seul réseau social, mais sur l'identité que vous créez sur le panel de réseaux sociaux que vous utilisez. Il faut que vous vous adaptiez évidemment aux utilisateurs donc, de chaque plateforme, mais votre discours artistique doit rester le même que l'on vous suive sur Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, etc. Par exemple, le compte Instagram de Leo Walk in Paris qui gère la compagnie de la Marche Bleue, son compte Instagram et celui de sa compagnie sont un petit peu les mêmes. On retrouve la même énergie, la même ambiance artistique. Que ce soit sur Instagram, sur YouTube, on a toujours la même ligne artistique qui se dégage. Angèle aussi, à ses débuts par exemple, utilisait un format de vidéo et c'est la même chose pour Sabrina Lonis, qui est une chorégraphe et une professeure de danse, qui proposait des vidéos dansées de ses élèves un peu à la façon des États-Unis avec une caméra qui suit le danseur. Et ça a énormément plu sur YouTube, sur Instagram. Et maintenant, elle est une professeure et chorégraphe énormément demandée. De plus, et c'est la 7e erreur, en cédant à la pression de la publication frénétique pour obtenir plus de likes, vous exposez au plagiat. En effet, vous pourriez négliger la protection de votre travail et cette cadence trop rapide peut aussi se transformer en angoisse due à la perdurabilité de traces dévalorisantes. C'est-à-dire que si vous vous exprimez énormément, vous perdez le fil de ce que vous dites, ou en tout cas vous perdez le contrôle que vous avez sur ce que vous dites. C'est-à-dire que vous n'avez pas regardé 20 fois les vidéos où vous parlez pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait être mal interprété ou qu'on pourrait retenir contre vous. Vous postez un petit peu les vidéos de façon assez automatique, sans vraiment vous attarder sur chacune d'entre elles. Vous ne contrôlez plus vraiment ce que vous postez. Or, on le sait, Internet se souvient de tout. Et on pourra toujours utiliser contre vous ces mêmes éléments que vous aurez publiés sans en prendre réellement conscience. Enfin, vous devrez faire attention à ne pas mélanger la sphère privée de votre soi intime et la sphère publique ou professionnelle de votre soi artistique. Sinon, vous seriez amené à douter de vos relations, par exemple, sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous seriez amené à craindre que vos interactions soient principalement utilitaristes, professionnelles. On vous parle pas parce qu'on aime votre art, mais pour vous utiliser pour arriver à certaines fins. Flouter la limite entre le privé et le professionnel, c'est aussi vous rendre beaucoup plus susceptible d'être touché par les commentaires négatifs, par les statistiques parfois pas vraiment valorisantes, qui deviendraient en fait finalement une sorte de validation ou d'invalidation, non pas de votre travail, mais aussi de ce que vous êtes, et par vous définir sur votre réussite sur les réseaux sociaux. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut réussir à créer une barrière entre vraie vie professionnelle et vie privée.
et réussir donc à couper son interaction avec les réseaux sociaux pour que ceux-ci n'empiètent pas sur votre quotidien, sur vos relations et sur la concentration que vous investissez dans la création. La dernière erreur serait de sous-estimer le travail qu'impliquent vos publications sur les réseaux sociaux. En effet, en exerçant un art comme la danse ou la musique, vous êtes forcément amené à devoir avoir quelqu'un qui vous filme en bon matériel, etc. Et c'est une réflexion qui doit vraiment être antérieure à votre usage des réseaux sociaux pour déterminer ce dont vous aurez besoin. Ça peut être une formation en informatique simplement, en communication, employer une personne ou analyser le mode de fonctionnement d'une plateforme. L'article que j'ai énoncé plus haut et qui m'a permis de vous proposer toute cette liste d'erreurs à éviter propose aussi des solutions. Ce sont plutôt des stratégies pour que vous évitiez subtilement les écueils des plateformes. La première, appelée stratégie de résolution de problèmes, repose sur 4 actions. La première, se fixer des buts précis et raisonnés quant à la manière d'utiliser les réseaux sociaux. La deuxième, choisir de ne consulter et de publier que les informations pertinentes au regard de ces buts. La troisième serait d'avoir anticipé la survenue possible de difficultés nouvelles, celles que je vous ai présentées dans les 10 erreurs à ne pas commettre, justement. Et la quatrième serait de prévoir les solutions à ces problèmes. Un des artistes interrogés qui expliquait qu'il utilisait les réseaux sociaux comme un instrument au service de la visibilité des stages, au service de son blog et de certaines œuvres qu'il affectionne. Et donc pour réaliser ces buts qu'il a identifiés, donc première étape, il sélectionne le type de contenu qu'il souhaite diffuser, deuxième étape. Enfin, s'il a élaboré cette stratégie, c'est pour gérer le temps alloué à l'utilisation des réseaux sociaux pour qu'il n'empiète pas sur sa création. Troisième et quatrième étape. Et aussi pour se prémunir d'une fusion entre sa communication professionnelle et personnelle. Donc là, on voit qu'il a vraiment réalisé chaque étape à la lettre. Donc vous l'aurez compris, le but de cette stratégie, c'est d'identifier tous les écueils de publication sur ces plateformes, de comprendre leur fonctionnement et de prévoir une feuille de route vivable pour s'en rapprocher, mais réussir à se concentrer avant tout sur son travail artistique. La deuxième stratégie, elle est dite défensive et elle correspond à 3 types de stratégies. La première, c'est de rationaliser ou justifier des comportements nocifs. C'est-à-dire que si on reçoit un commentaire pas agréable ou une remarque, on peut simplement rationaliser en se disant « je ne peux pas plaire à tout le monde ». Le deuxième type de stratégie défensive, ce serait de se rendre compte que certaines difficultés liées à l'usage des réseaux sociaux se rapportent en fait simplement au développement artistique, à notre développement artistique, personnel et réel. Si on n'a pas beaucoup de mise en visibilité, si on n'a pas beaucoup de posts en ce moment, en fait, il suffit de prendre du recul et de se rendre compte que dans notre vie réelle, dans le monde réel, finalement, c'est cohérent avec notre activité artistique. Peut-être qu'en ce moment, je ne poste pas beaucoup, mais simplement parce que je ne vais pas beaucoup à des événements. Peut-être que je trouve moins de choses à dire, parce qu'en ce moment, même dans ma vie, j'ai plus beaucoup d'inspiration. Il suffit juste de prendre du recul. Et enfin, la dernière stratégie défensive, c'est reconnaître que notre propre usage des réseaux sociaux est malsain, c'est-à-dire reconnaître qu'on est devenu accro et donc faire en sorte de ne plus l'être, de prendre ses distances avec les réseaux sociaux. La troisième stratégie, c'est la stratégie de rupture qui se distingue en 2 procédés. Le procédé de rematérialisation, que je vous explique juste après, ou le procédé de prise de distance entre l'artiste et les réseaux sociaux. Alors la prise de distance, elle peut être partielle ou complète. Partielle, c'est-à-dire que simplement on s'anonymise et on n'a plus un compte réel, professionnel, artistique à notre nom. Juste on a un compte voilà, où on est anonyme, on ne poste pas mais on profite quand même des réseaux sociaux. Voilà. Ou alors une rupture radicale, ce serait simplement de plus du tout utiliser les réseaux sociaux. Et puis le procédé de rematérialisation, en fait, c'est lorsque aucun contenu qu'on ne publie sur notre compte n'appartient que au monde numérique. C'est-à-dire que si on poste une de nos œuvres, une de nos chorégraphies, une de nos musiques, c'est parce qu'on sait que déjà dans le monde réel, beaucoup de personnes savent déjà que cette œuvre nous appartient. Il n'y a pas de risque de plagiat. L'autre procédé de rematérialisation, c'est simplement d'associer chaque publication à un rendez-vous physique pour montrer que vraiment on appartient au monde réel et pas que au monde numérique.
Enfin, la dernière stratégie est la stratégie narrative, c'est celle que l'article recommande, que je vous recommande aussi. Cette stratégie narrative, elle se distingue en deux stratégies finalement de narration. La narration pour soi-même et la narration pour autrui. L'objectif de la narration pour soi-même est simplement de préserver l'artiste sur le plan émotionnel et lui permettre de réguler ses publications en fonction de son public sur chaque plateforme. On va créer une narration, on va créer un récit sur chacun de nos publics pour ensuite justifier leur comportement. C'est-à-dire que si sur YouTube, j'ai énormément de commentaires négatifs, mais moi je crée une stratégie de narration en me disant oui mais ces personnes-là ne sont même pas abonnées à moi, elles ne me suivent pas, elles ne me connaissent pas, elles ne connaissent pas aussi ce que je propose sur les réseaux sociaux. Je ne dois pas forcément donner énormément d'intérêt à leurs commentaires négatifs. Tandis que ceux qui me suivent sur Facebook depuis de nombreuses années n'ont pas vraiment de chance d'être arrivés là par hasard comme les gens sur YouTube. Je donne un peu plus de poids à leur avis. Simplement adapter la narration, adapter la représentation qu'on se fait de son public pour ensuite éviter d'être trop touché par son avis, les répercussions qu'ont nos œuvres sur eux. Ensuite, on a donc la narration pour autrui, et ça c'est le plus important. La narration pour autrui, c'est la cohérence que l'on crée dans notre récit. Et on adore la cohérence ici. C'est la cohérence dans le récit et la voix du personnage artistique et professionnel que l'on crée. C'est l'effort stylistique, esthétique pour enrichir le personnage et le rendre identifiable par le public. Par exemple, cette stratégie aussi de narration, elle peut se représenter dans ce qu'on omet de montrer de nous sur les réseaux sociaux. Par exemple, s'il y a des parties pas très valorisantes du réel de notre activité professionnelle et artistique, on n'est pas obligé de les mettre, on peut les omettre aussi. Par contre, au contraire, on peut exacerber ce qui valorise notre personnage artistique. On peut vraiment façonner notre personnage, omettre ce qui ne plaira pas et valoriser ce qui va plaire, ce qui va vraiment correspondre à la personne qu'on a dit qu'on était. L'important, c'est aussi de préserver son soi intime, invisible, donc de préserver aussi ce qui ne regarde pas notre public, ce qui est notre vie privée. La stratégie de narration pour autrui, elle demande deux choses très importantes et qui doivent être faites avant de se mettre sur les réseaux sociaux. C'est d'avoir conscience de son soi intime, privé, et avoir conscience de son soi artistique, professionnel, pour pouvoir jongler entre les deux, pour savoir quelles sont nos limites émotionnelles, quelles sont les limites de notre vie privée, et ce qui représente notre identité artistique, celle qu'on peut dévoiler au monde et qui peut plaire. Voilà, pour ensuite élaborer un discours et une stratégie visuelle identifiable, mais qui ne met pas en jeu notre moi intime. Il faut vraiment qu'il y ait une sorte d'auto-confrontation réflexive. Et alors cette stratégie narrative associée à la stratégie première, donc vous savez la stratégie de résolution de problèmes, me semble être en fait la plus efficace et surtout ces deux-là sont très complémentaires parce qu'elles correspondent aux deux étapes en fait, de création d'une mise en visibilité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on établit une feuille de route de notre usage des réseaux sociaux en étant conscient de tous les enjeux que leur utilisation présente. Ça, c'est la stratégie de résolution des problèmes. On a toutes les étapes en tête. Et ensuite, on sait aussi se servir concrètement quand on est sur les réseaux sociaux. On sait s'en servir avec cette stratégie narrative pour éviter tous les écueils et pour avoir une identité qui est discernable par notre public, qui va plaire et qui va le rendre loyal, fidèle. Et l'addition de ces deux stratégies, elle permet deux autres aspects de l'interaction sociale théorisée par Goffman, l'idéalisation et la mystification. L'idéalisation, selon Goffman, c'est, je cite, la tendance des acteurs à donner à leur public une impression idéalisée par tous les moyens. C'est-à-dire que pour avoir du succès, l'acteur doit donner un spectacle qui illustre aux yeux des spectateurs les stéréotypes de son activité. C'est exactement ce qu'on disait dans la stratégie narrative. Goffman, notamment, avait identifié que l'idéalisation est une caractéristique essentielle à l'ascension sociale. Ici, nous, on veut juste une ascension artistique, de reconnaissance en tout cas, qui implique forcément pour l'acteur des représentations appropriées et un maintien de la façade et de la cohérence. Et puis, donc il y a la mystification, c'est-à-dire avoir le contrôle de ce que les autres perçoivent de nous et donc avoir le contrôle du contact entre eux et nous. Pour s'affirmer, l'artiste a besoin de mettre entre elle et les autres une distance. Il faut donc restreindre le contact, maintenir une distance entre soi et le public pour engendrer et entretenir chez lui une sorte de mystère, une sorte d'envie de nous suivre. Le public est donc dit en état de mystification. Ce qui est important, c'est l'idéalisation et la mystification. L'idéalisation, on la crée en se créant vraiment un personnage, une identité narrative artistique. Et la mystification, on la crée aussi en omettant
certaines parties de ce qu'on est, aussi pour mettre en valeur celles qu'on montre. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez un peu mieux compris tous les aspects, toutes les erreurs en fait à éviter lorsque vous alliez commencer à utiliser les réseaux sociaux et quelles stratégies vous pouviez aussi adopter pour les éviter. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Et puis je vous invite aussi à regarder les autres vidéos de notre chaîne YouTube si vous comptez réellement vous lancer sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste, parce que je pense qu'elles peuvent vraiment vous servir. Faites une très bonne soirée, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. À la semaine prochaine!